se retrouve pour un premier bilan de mars. Je suis si en retard, j'ai si peu fait de bilan ces derniers temps que là il est temps, hein, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc on va parler de 8 lectures que j'ai fait en mars, que j'ai lues en mars. C'est parti, on y va. Je vous dis qu'on va parler de 8 lectures, mais on va parler en fait de 9, parce qu'il y a 2 abandons sur lesquels je ne vais pas forcément m'étendre énormément. Donc on va faire 9, et puis en fait 2 moitiés de lecture, ça fait 1. Voilà. Bref, en mars, j'ai attaqué le mois en lisant en terminant l'Explore à livre du mois de février, qui était If We Were Violence de M.L. Rio, qui était une très bonne lecture. Donc pour vous la faire résumer très rapide, If We Were Violence, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes, ils sont 8, j'ai un doute, je crois qu'ils sont 8, qui étudient dans une école supérieure de théâtre où ils ne font a priori que du Shakespeare, et donc on est vraiment dans un contexte très très fort de Dark Academia. C'est vraiment exactement l'ambiance, tout est réuni, ça fonctionne très bien. Au début de l'histoire, on apprend que l'un d'entre eux, notre narrateur, a été arrêté, a pris 10 ans de prison pour meurtre, pour avoir tué l'un de ses camarades de promotion. Et il va revenir sur ce qu'il s'est passé, d'ailleurs bien avant le meurtre en lui-même, il va raconter toute l'histoire de ce groupe, de cette dernière année d'études qui a mené à ce meurtre et qui a mené à son arrestation. Donc on est en fait finalement dans un récit a posteriori, uniquement du point de vue de ce narrateur, avec ce que ça peut impliquer aussi parfois de peut-être un peu moins fiable, de perception et surtout de vision pas large, ça veut dire qu'on n'a que son point de vue, que ce que lui a perçu à ce moment-là. C'est ça le résumé en gros, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus. C'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, je l'ai lue majoritairement en anglais, mais mon frère m'avait offert le très beau hardback français, et du coup il y a certains passages que j'ai relus en français quand j'étais pas sûre d'avoir compris, mais au final ça se lit très très bien en anglais, parce qu'à chaque fois que j'ai lu la traduction, je me suis rendu compte que j'avais compris et que ça passait très bien. Donc c'est une lecture assez accessible, parce que c'est du contemporain aussi, je pense. On est quand même sur des champs lexicaux que l'on connaît, que l'on maîtrise assez bien. La seule peut-être petite difficulté, ça serait les citations de Shakespeare, puisque c'est du vieil anglais, mais même ça, très honnêtement, ça se comprend. C'est pas inaccessible, on comprend le sens général, et voilà. Pas besoin d'être un grand expert en Shakespeare, très honnêtement, pour lire ce livre. Alors évidemment, ça vous apportera quelque chose en plus par rapport au contexte et à ce que ça implique dans la construction des personnages, mais c'est pas nécessaire non plus. Moi, il y a des pièces de Shakespeare que je connais assez bien et d'autres pas du tout, et je m'en suis sortie, et sur le Discord, plein de gens n'avaient jamais lu Shakespeare, ou de manière partielle comme moi, et s'en sortaient très bien aussi. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Je pense que vraiment c'est un roman avant tout d'ambiance. L'ambiance fonctionne extrêmement bien. Ça veut dire qu'on est vraiment dans ce contexte de Dark Academia, avec des jeunes qui sont un peu à la dérive, tous pour des raisons un peu différentes, en général des raisons plutôt personnelles, et on les suit dans leurs interactions, dans leur relation qui est très forte, parce que ça fait la 4e ou 5e année, je sais plus combien de temps, tiens. Bref, qu'ils sont ensemble, et chaque année il y a un certain nombre d'élèves qui partent, donc ça resserre les liens de ceux qui restent nécessairement, et ces liens sont si forts que ça va provoquer de très très fortes tensions entre eux en fait finalement, et qui vont mener à ce meurtre, ce personnage qui va mourir. J'ai beaucoup aimé comment c'était fait, j'ai beaucoup aimé la manière dont les relations étaient tissées, j'ai trouvé que c'était intéressant aussi comment on percevait les personnages, parce que finalement ces personnages qui sont comédiens sont perçus par tout le monde, et même entre eux, à travers les personnages typiques, les stéréotypes de personnages de Shakespeare qu'ils interprètent, et ils interprètent quasiment tout le temps les mêmes. Donc il y a vraiment cet angle de vue qui est un peu décalé, qui est fictionnel en fait, par rapport à eux, entre eux, et par rapport à eux-mêmes aussi, puisque eux-mêmes ont parfois cette sensation de jouer un rôle dans leur vraie vie en fait. Et il y a vraiment tout cet aspect-là qui était vraiment super réussi, moi j'ai adoré. J'ai trouvé que l'histoire n'était pas franchement extrêmement surprenante, mais ça fonctionnait bien. J'ai bien aimé les révélations, la fin est assez mystérieuse et intéressante et interprétable. Je vous invite, quand vous aurez lu la fin, à rechercher la pièce qui est citée pour comprendre en quoi c'est intéressant, parce que là pour le coup, il vaut mieux voir la référence, donc jeter un œil quand même, c'est intéressant. Dans l'ensemble, c'était une très chouette lecture en fait qui a très bien fonctionné, parce que l'ambiance était très bonne, et moi, une très bonne ambiance, avec une histoire qui a un rythme qui fonctionne, ça me suffit. J'ai pas besoin d'avoir forcément des gros plot twists, j'ai pas besoin d'avoir des trucs de ouf. Si l'ambiance m'emporte, si je m'y retrouve, si j'ai l'impression d'y être, ça fonctionne, et c'était le cas ici, donc c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. Deuxième lecture, je vous en ai parlé dans mon bilan mensuel du mois dernier, oui, non, d'il y a un mois, bon bref, je sais plus. C'était Ichiro de
Benoît-Marie Lecoing, qui était donc un service de presse que j'ai reçu de la part des Forges de Vulcain, qui est l'histoire de ce personnage d'Ichiro en fait, qui va partir de chez sa grand-mère, je crois, pour aller à la grande ville, je ne sais plus si c'est Tokyo ou une autre, pour faire ses études, qui va tomber amoureux d'une jeune fille qui n'est pas intéressée et il tombe un peu amoureux tout seul, c'est-à-dire juste en la regardant, et il va se faire recaler en fait, et ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir tout un pan ensuite de fantastique qui va se développer, où il va, dans une espèce d'univers parallèle, être avec elle, être en couple avec elle. C'était un livre qui était assez particulier parce qu'on a vraiment une première moitié qui fait très paragraphe très court de tranche de vie de ce personnage, et j'ai eu un peu ce sentiment à la lecture de catalogue, je sais pas comment vous dire, de catalogue culturel japonais, mais d'un point de vue occidental. Ça veut dire qu'il y avait toutes ces références peut-être je sais pas, des années 2000, voilà, de trucs qui arrivaient en France par rapport au Japon, par rapport aux mangas, aux animés ou que sais-je. Et ça faisait un peu catalogue quand même. Et j'étais pas tellement à fond dedans. J'étais pas tant accrochée à l'écriture aussi, pour tout vous dire. J'ai trouvé que c'était un petit peu forcé en termes de plumes. Et quand on tombe dans cette deuxième moitié avec ce côté fantastique, avec cette espèce d'univers parallèle en fait. Alors après, on était vraiment dans autre chose pour le coup. Mais bon, bref, je sais pas très bien quoi vous en dire parce que j'en ai des souvenirs assez vagues. Ça fait un bout de temps que je l'ai lu maintenant et ça m'a pas marqué. Ce qui m'a marqué, c'est que j'avais pas tellement aimé. Je l'ai terminé, il était très court, mais j'avais pas tellement aimé, j'avais pas tellement accroché parce que pour moi, c'était vraiment trop un fan du Japon qui parle du Japon. Et du coup, il n'y avait pas ce côté peut-être que j'attendais d'ambiance d'ambiance japonaise, comme on peut retrouver dans les livres japonais. En fait, pas du tout du coup. Ça veut dire que vraiment, l'ambiance n'est pas du tout similaire à ce qu'on recherche quand on lit des livres japonais, mais par contre, il y a une espèce d'étalage et de catalogage de plein d'éléments un peu clichés du Japon, les cerisiers en fleurs, enfin compagnie. Voilà. Ce personnage était assez peu sympathique pour moi et j'ai pas trop accroché. Donc voilà, je l'ai terminé, mais c'était plutôt une petite déception. En mars, j'ai également lu 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim en lecture commune avec Pénélope. Ah oui, je vous ai pas dit, Ikiro, c'était en lecture commune avec Emmeline. Et ensuite, j'ai lu 6 couronnes écarlates avec Pénélope, qui était une très chouette lecture, mais qui a été très lente au démarrage. 6 couronnes écarlates, très rapidement. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est une princesse, fille d'empereur ou quelque chose comme ça, qui va voir quelque chose qu'elle ne doit pas voir par rapport à sa belle-mère. Sa belle-mère va la maudire, va l'empêcher de parler en fait en lui disant que si elle parle, à chaque mot qu'elle prononcera, un de ses frères mourra. Et elle a un bol collé sur sa tête qui ne laisse apparaître que sa bouche, qui fait que personne ne peut voir son visage en entier et qui en plus l'ostracise pas mal hein, de manière générale, mais soit. Et elle est envoyée en exil tandis que ses frères sont changés en grues, du moins le jour ils sont en grue, la nuit ils redeviennent humains. Donc c'est très clairement une réécriture de conte, je ne sais encore une fois plus de quel conte c'est. Est-ce que c'est pas un conte chinois? Redites-moi en commentaire, je confonds un petit peu sincèrement les réécritures de contes asiatiques parce que j'en ai lu plusieurs successivement et à force je ne sais plus. Bref, c'est une réécriture de conte. Pourquoi ça a été long au début? Parce que je ne m'attendais pas à une lecture jeunesse. En fait, je m'attendais à une lecture young adult et ça n'est pas young adult, c'est jeunesse, c'est de la jeunesse. Vraiment, c'est pour moi à partir de 12 ans peut-être. On a un personnage qui a 16 ans, je crois, qui est extrêmement immature, qui est vraiment une petite princesse un peu pestouille sur les bords, qui va avoir une très belle évolution au demeurant. Mais c'est vrai que du coup, on a du mal à se dire qu'elle a 16 ans, quoi. C'est un peu compliqué. On dirait plutôt qu'elle en a 13, voire 14 à tout péter. Et du coup, c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans parce qu'il y avait pas mal de trucs que je trouvais un petit peu incohérents par rapport à son rang, par rapport à sa manière de se comporter. Mais en recalibrant mon cerveau pour me dire que c'était de la jeunesse et pas du young adult, bah finalement ça passait très bien, c'était très chouette. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà cette réécriture qui est très poétique, très belle, très intéressante, parce qu'il y a des plot twists assez intéressants aussi, pas très surprenants honnêtement, mais qui fonctionnent très bien, et je pense qu'ils fonctionnent très bien avec le public cible, parce que la plume est très jolie, parce qu'il y a vraiment une ambiance qui est très réussie, je trouve encore une fois, l'ambiance conte est vraiment très réussie pour le coup, et parce qu'on a une relation amoureuse qui est extrêmement positive, avec beaucoup de respect, de consentement, et un protagoniste masculin qui est ce que je considère être un réel bon allié pour une femme, et c'est ce qu'il va être et faire dans ce bouquin, et j'ai beaucoup aimé ça. En fait, finalement, je pense qu'il fallait juste que mon cerveau recalibre mes attentes par rapport à ça, et une fois que je me suis mis dans la tête que c'était du jeunesse, et bah c'était très chouette, à tel point que je compte bien acheter la suite, parce que j'ai beaucoup aimé. Je vous recommande, mais partez bien du principe, vraiment,
que c'est 12-13 ans, quoi. C'est pas du young adult, c'est pas pour de l'adolescent, c'est très chaste, c'est très doux, c'est très mignon, même les choses négatives qui arrivent sont atténuées, enfin vous voyez, c'est jeunesse, quoi. Mais ça fonctionne très bien, et j'ai beaucoup aimé au final, donc voilà. En mars, j'ai également lu Bluebird de Ciel Pierlot, que j'ai lu avec Marion et Earl Grey, qui était une très chouette lecture. C'est de la science-fiction, pour moi, à mon sens, young adult. Mais après, bon, voilà, je ne sais pas, apparemment ça a été classé en adulte, mais je crois qu'en VO ça a été classé plutôt young adult, d'après ce que j'ai compris de ce que m'ont dit les filles. C'était très chouette, encore une fois c'est une très chouette lecture, c'est pas un coup de cœur, mais c'était très sympa, c'était très intéressant. On suit un personnage principal qui est une jeune femme qui au tout début s'échappe parce qu'elle fait partie d'une espèce, qui est utilisée comme esclave pour leur cerveau en fait, principalement. Ça veut dire qu'elle, par exemple, elle est programmatrice, je sais plus, bref, elle sait faire des trucs assez incroyables. Et elle va s'échapper parce que elle se rend compte que son travail sert à créer des armes pour tuer ses semblables. Donc elle s'échappe, elle va rentrer dans une espèce de résistance en sachant qu'il y a 3 grands pôles de force d'empire et compagnie qui s'affrontent plus ou moins. Elle va rentrer dans la résistance pour aider ses semblables qui sont très maltraités. Au tout début, elle apprend que sa sœur a été enlevée par les personnes qui la faisaient travailler de manière gratuite et voilà. Donc par je sais plus comment s'appelle cet empire-là, mais bref, ils ont enlevé sa sœur parce qu'ils veulent qu'elle rende des plans qu'elle a pris avec elle. Et donc, on va se lancer un peu dans une espèce d'épopée de space opéra pour sauver sa sœur et en même temps réussir à s'en sortir sans donner ses fameux plans et sans mourir, évidemment. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça se lit très bien. C'est hyper fluide, c'est hyper accessible, c'est vraiment très agréable à lire. Il se passe plein de choses, il y a quand même pas mal d'actions. Les personnages ont réellement du caractère, ont quelque chose d'intéressant, puisqu'on a ce personnage principal, alors les prénoms, désolé, ce personnage principal a une vraie construction psychologique, etc., qui est très intéressante. Elle va avoir une acolyte qui est aussi très intéressante parce qu'elles sont assez opposées l'une et l'autre dans leurs convictions personnelles. On va avoir aussi la compagne du personnage principal, de la personnage principale, qui est intéressante, alors qui est un peu plus effacée, mais qui est aussi intéressante à sa façon. On a du coup plein de relations assez diverses. C'est un livre qui est queer, qui est dans vraiment une grande diversité, sans que ce soit un sujet, c'est juste comme ça, et c'est tout, la question n'est pas posée. Pour moi, c'était très chouette. Après, c'était pas très surprenant. Il y avait peut-être à certains moments un peu des longueurs et des petites incohérences, mais ça m'a pas dérangé parce que c'était suffisamment page-turner pour que ça passe et que ça me dérange pas. Et il se passe effectivement 1500 trucs, mais c'est de la bonne SF, à mon sens, pour débutants, pour public young adult, pour personnes qui lisent pas forcément trop de SF parce que c'est pas complexe, parce que c'est accessible, compréhensible et qu'on a vraiment ce background de space opéra qui fonctionne très bien. Et surtout, pour moi, vraiment, à l'heure actuelle, un livre qui est queer friendly et qui l'est de manière naturelle sans que ce soit une espèce de liste de choses à cocher, il gagne nécessairement des points dans mon cœur, toujours. Donc j'ai bien aimé, je trouvais que c'était très chouette, je vous recommande. J'ai également lu en mars L'œil du héron d'Ursula K. Le Guin, qui est une novella assez courte que j'ai reçue en service de presse de la part des Moutons électriques, qui était sortie donc en février, je crois, qui était une très bonne lecture également. Enfin, pour le coup, qui était vraiment une très très bonne lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. On est sur une planète qui sert un petit peu de planète prison où on a envoyé, si vous voulez, les gens de la Terre qui s'étaient mal comportés, les criminels, etc. Et on les a mis là-bas et ils s'en sortaient pas. Donc on a envoyé en deuxième vague, on va dire, les gens qui étaient pacifistes. Je crois que c'est les pacifistes, vraiment, littéralement. On a envoyé des pacifistes sur cette planète en leur disant « Vous avez pas le droit d'être pacifiste sur la Terre, allez être pacifiste là-bas ». Et ce qui se passe, c'est que quand ils arrivent, en fait, les premiers colons qui étaient là leur disent on va faire un contrat, on va faire des échanges, machin et tout, mais en gros, ils les exploitent très clairement. Et comme ce peuple-là, ce deuxième peuple est pacifiste, ils disent trop rien, tant qu'ils ont de quoi travailler, tant qu'ils ont de quoi se nourrir, ils s'en fichent un peu. Mais ils commencent à avoir envie de partir et de se rebeller. Et c'est de ça dont parle ce livre. Ça parle de rébellion et de rébellion pacifique. Dans quelle mesure on peut ou pas faire une rébellion pacifique, dans quelle mesure ça peut fonctionner ou pas, à quel moment faut-il peut-être hausser le ton, comment faire pour mettre en place des actions efficaces qui ne soient pas meurtrières, et surtout comment on réagit quand face à soi on a des gens qui sont prêts à vous tuer, à vous éliminer sans aucun scrupule, à utiliser la force et à utiliser des moyens qui sont franchement déloyaux, concrètement c'est ça. C'était vraiment une excellente lecture. J'ai beaucoup aimé les personnages, surtout le protagoniste féminin qui vient du peuple de colons
de premier colon, qui va commencer à remettre en question, qui est assez rebelle par rapport à cet ordre établi, puisqu'en fait finalement cette première colonie qui s'est installée, ça serait en gros des capitalistes typiques, des hommes très sexistes, une société comme patriarcale comme on peut la connaître, avec les filles qui sont des génisses, enfin vous voyez ce que je veux dire, alors que la deuxième, les hommes et les femmes sont égaux, et on a un tout autre fonctionnement communautaire, et elle va en fait être ce point de jonction entre ces deux communautés, et elle va être un petit peu nous, quelque part aussi. Et j'ai trouvé que c'était hyper intelligent comme procédé. Je trouvais que c'était très bien écrit. C'est Ursula qui a le gain. Suis-je surprise? Pas vraiment. Et vraiment, en très peu de pages, le texte fait le job. Il vous permet d'avoir un point de vue politique sur le fonctionnement du capitalisme, sur les violences étatiques, systémiques et tout ce que vous voulez. Et cette deuxième communauté, qui est plutôt communiste, je pense qu'on peut dire, dans le partage de ressources, dans l'égalité totale entre les genres, sans aucun problème de il faut se marier, il faut être fidèle, machin et tout. Chacun vit comme il le veut. Et c'était hyper intéressant. C'était vraiment très réussi. J'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Je trouve que pour moi, ici, Ursula Le Guin a réussi la prouesse de vous représenter de manière assez simple, peut-être caricaturale, je dis pas le contraire, mais assez simple, des fonctionnements opposés et pose des questions essentielles sociologiquement hyper importantes. Donc vraiment, je vous recommande la lecture de L'Œil du Héron qui est très accessible, qui est plutôt dans un espèce d'univers de SF. Je pense qu'on peut dire plutôt je sais pas si c'est dans l'Écoumène ou pas, mais en tout cas dans un univers plutôt de SF, puisque voilà, on est dans cette histoire d'exil de la Terre, etc. Mais en même temps, avec ces fonctionnements qui sont assez primitifs par rapport à la technologie qui doit exister en fait sur Terre à ce moment-là. Et vraiment, c'était très 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 réussi. Ensuite, avec Emmeline, j'ai lu Warbreaker de Brandon Sanderson, que j'ai beaucoup aimé. Warbreaker, ça va être très compliqué à résumer parce que vraiment, de toute façon, Sanderson, c'est souvent très compliqué à résumer. Warbreaker, c'est l'histoire, en gros, d'un peuple qui vit dans le Nord et qui est sous menace perpétuelle d'une guerre avec un peuple beaucoup plus important, beaucoup plus riche, plus au sud. Sauf que, finalement, le peuple du Nord est le peuple souverain d'origine de la capitale, et que du coup l'Empire veut se débarrasser, je sais plus si c'est un empire mais je crois, l'Empire veut se débarrasser en fait des descendants de cette lignée pour s'assurer une espèce de légitimité absolue sur ce trône, et on va suivre des jeunes femmes, en fait les jeunes princesses du premier royaume, du royaume du Nord, qui vont devoir, pour X et Y raisons que je vous laisserai découvrir, partir dans cet empire, chacune dans un rôle différent. Et on va suivre en fait beaucoup de personnages avec un système de magie qui était très intéressant par rapport au souffle. Ça veut dire que les gens ont une âme, je pense qu'on peut dire, et elles peuvent la donner. Et en fait, plus vous possédez de souffle, plus vous êtes puissant et vous pouvez faire de choses. Et donc on a un espèce de souverain tout puissant qui, lui, possède je ne sais combien de milliers d'âmes. Et on a en fait des espèces de dieux. Et les dieux, ce sont des gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très complexe, vraiment. Et je pense que je risquerais de vous embrouiller. Sachez que les thématiques qui sont abordées dans cet ouvrage par Brandon Sanderson, c'est un peu les mêmes que dans Fils des Brumes finalement, c'est-à-dire qu'on parle de légitimité à gouverner, on parle de magie beaucoup, et de magie toujours un petit peu... Voilà, c'est une magie qui implique de prendre le souffle des autres. Alors vous ne pouvez pas prendre de force, il faut que la personne soit consentante, mais que vaut ce consentement quand vous avez face à vous des gens qui crèvent de faim et qui n'ont que ça à monnayer? Donc voilà, on est dans ce genre de thématique. C'était hyper page-turner, c'était hyper intéressant. Il y avait des révélations qui étaient très bien amenées, très surprenantes. Il y avait des belles évolutions de personnages, vraiment de très très chouettes évolutions de personnages que j'ai beaucoup aimé. Il y avait comme toujours les complots, les trahisons. Enfin vraiment pour moi, c'était un one-shot hyper réussi, que j'ai adoré découvrir, que je ne connaissais pas du tout, et que je vous recommande si vous voulez découvrir Sanderson, en tout cas Sanderson en fantasy, de manière accessible et réussie. Je pense, pour le coup, que c'est plus réussi qu'Elantris, c'est plus clair, il y a moins de longueur que dans Elantris, donc si vous voulez rentrer un pied dans l'univers de Sanderson, franchement Warbreaker c'est une très bonne porte d'entrée, d'autant que c'est un one-shot. Donc vraiment j'avais beaucoup aimé, ça avait très bien fonctionné. J'ai comme toujours des réserves par rapport à ce que pense Sanderson des empires et des gouvernements. J'ai l'impression toujours qu'il y a ce message en sous-texte de les gens ont besoin d'être gouvernés malgré eux et il faut leur imposer, d'idées du souverain éclairé. C'était Platon qui pensait ça, qu'il faut des souverains éclairés pour les gens parce que les gens sont pas capables en fait. Et il y a toujours un peu ça dans les textes de Sanderson et moi ça me dérange, sincèrement.
Mais au-delà de ça, c'était addictif, c'était chouette. Moi, j'aime beaucoup en fait la sensation que j'ai quand je lis du Sanderson, d'être soufflée et d'être surprise, et ça fonctionne très bien avec moi. Donc Warbreaker, très chouette lecture. J'ai ensuite lu Cora et sa voiture, qui était un service de presse que j'ai reçu de la part de Novell. J'ai un trou de mémoire concernant le nom de l'autrice, mais je vous remettrai comme toujours la couverture ici. C'est un très chouette jeunesse où on suit une jeune fille qui va avoir sa première voiture. Ça se passe à peu près du temps des suffragettes, donc début 20e, fin 19e par là. Et en fait, elle va avoir sa première voiture et c'est un petit peu déjà très surprenant parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas forcément beaucoup de droits en termes de liberté et elle va s'imposer. C'était une lecture très chouette avec une petite enquête, un petit mystère, mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'était les messages que véhiculait ce bouquin, alors qui a été retraduit et retravaillé. C'est pas juste une traduction, il y a un retravail aussi de la part de la traductrice et sûrement de l'équipe d'édition, qui est très chouette en fait parce que c'est accessible. Ça a ce côté ambiance un peu vieillotte, un petit peu à la Anne de Green Gables concrètement, ce genre de choses, vous voyez. Et ça fonctionne super bien. J'avais trouvé que les thématiques étaient très bien abordées. On avait ce personnage qui était en rébellion par rapport à la société, par rapport aux attentes sociales, qui parlait aussi des suffragettes, qui parlait de féminisme, enfin voilà, c'était vraiment une chouette lecture. Ça avait ce côté très rafraîchissant en fait, que je vous recommande de découvrir si vous aimez les bouquins jeunesse. Ça se lit super vite, hein. Concrètement, c'est pas, voilà, ça se lit très très vite, c'est dû à partir de 9 ans, mais je trouve que c'est plutôt intéressant à découvrir, et je trouve qu'il y a vraiment ce regard, cet aspect rajeuni par le retravail de l'ouvrage de base qui fonctionne très bien avec l'ambiance un peu plus ancienne, un peu plus voilà, début du 20e. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien, autant dans les personnages que le rythme, que l'histoire, etc. C'était une très belle découverte. Je vais maintenant vous parler des choses qui fâchent, les deux DNF de mars, début mars, première moitié mars. Puisque j'ai attaqué le tome 2 d'Absolu de Margot Dessen que j'ai abandonné, j'en ai beaucoup parlé, donc je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet. Pourquoi j'ai abandonné Absolu? Parce que c'était long et que je m'ennuyais, très sincèrement. Il y a un moment, en fait, ça sert à rien. Quand ça fonctionne pas, il faut juste laisser tomber, et c'est ce que j'ai fait. Emmeline et Nadia m'ont spoilé la fin du tome 2, et franchement, je n'ai pas l'impression d'avoir raté grand-chose, très honnêtement. Donc voilà, juste ça fonctionne pas avec moi, ça ne sert à rien d'insister. J'abandonne cette saga. Deuxième livre que j'ai abandonné, c'est Une couronne d'os et d'épines d'Emilie Norsken, publiée donc chez les Trois Nornes, maison d'édition que j'aimerais beaucoup d'ailleurs découvrir encore, hein, parce que c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec ce livre-ci que ça peut pas fonctionner avec autre chose, hein, on s'entend. J'ai abandonné parce que pareil, concrètement, il y a un moment où je l'ai fermé, je l'ai plus réouvert. En fait, ça ne m'intéressait pas. J'y croyais pas. En fait, je pense que c'est un livre qui a peut-être souffert de n'être qu'en un seul volume et qu'il aurait mérité d'être en duologie parce qu'il y avait beaucoup de choses et que finalement, peut-être que le fait d'avoir fait qu'un seul tome fait qu'on doit passer certaines choses et ça rend un peu bancal à certains moments, pour moi en tout cas. La cohérence, tout simplement, il y avait des trucs auxquels je ne croyais pas du tout. En plus, j'ai eu cette sensation, je vous l'ai déjà dit, de relire un petit peu une espèce de pâle copie de Köchiel. Je dis pas que l'autrice a plagié, hein. Je pense qu'elle s'est inspirée, d'ailleurs je crois que c'est dans ses inspirations, voilà. Mais vraiment, j'avais cette sensation de relire des choses un peu que j'avais déjà lues ailleurs. Et en même temps, j'étais pas dedans, j'y croyais pas. Enfin bon, voilà, ça l'a pas fait. Écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des qualités à ce bouquin. Concrètement, il y en a. Et j'ai quand même lu, je pense, 2 tiers. Hein, donc c'était, ça allait quoi. Mais c'est juste qu'à un moment, quand on n'est pas plus accroché que ça et qu'on n'a pas envie d'y retourner et que ça nous bloque pour lire d'autres choses qui nous font plus envie, bah ça sert à rien et j'ai juste laissé tomber et ça n'est pas grave. Je pense qu'il y a d'autres gens à qui ça a beaucoup plu. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours le tenter, le découvrir. Je ne vous décourage pas de le faire, je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que c'était pas pour moi, tout simplement. Voilà, c'est tout pour ce premier bilan du mois de mars. Je suis extrêmement en retard dans mes bilans lecture, je vais essayer d'en faire de manière beaucoup plus régulière pour rattraper, puisque là on est quand même début mai. Voilà, ça fait 2 mois de retard, surtout que j'ai beaucoup lu en avril, mais on va s'en sortir, on va y arriver. Finalement, le fait d'en parler avec quelques semaines d'écart, ça me permet aussi de voir ce dont je me rappelle et d'avoir un peu mûri peut-être mes lectures, et c'est pas plus mal non plus. Si vous voulez mes réactions développées et à vif, il y a toujours les vlogs, allez-y. Dans la playlist vlog mars, eh bien vous retrouverez ces lectures, voilà. Et comme je vous l'ai fait dans l'ordre où je les ai lus, bah, vous allez dans les vlogs les plus anciens de la playlist pour retrouver celles dont je viens de parler. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé ou pas et pourquoi, ça m'intéresse. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des recommandations de lecture
en rapport avec les livres que j'ai aimés, dont je vous ai parlé. Je vous souhaite dans tous les cas une très belle journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!